Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur LTM Télévision pour cette nouvelle édition de l'information phare de ce mercredi 2 octobre 2019. C'est ces 5 combattants du mouvement séparatiste qui ont rejoint Yaoundé pour prendre part au dialogue. Leur nom de code, général Capture Destroy, commandeur Bozi Nzemo, nos merci et commandeur Champion ont été présentés aux hommes de médias au cours du point de presse donné par le porte-parole du dialogue national avant la concertation qui a eu lieu entre ces derniers et le Premier ministre, président du dialogue national à Yaoundé. Plus de précisions dans ce reportage. Loin d'être des bruits de couloir au palais de congrès de Yaoundé où se tient le grand dialogue national convoqué par le président de la République, c'est la grosse information de ce mercredi. 5 anciens combattants de l'état virtuel d'Ambazonie sont arrivés à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, pour prendre part au grand dialogue débuté le 30 septembre dernier. Il rejoint ainsi les 30 autres ex-séparatistes repentis qui ont exécuté l'hymne national en anglais lors de l'ouverture des travaux. Après avoir dressé le bilan de la 3e journée des travaux devant les journalistes, Georges Ewanet, le porte-parole du dialogue, passera la parole à Capture en Destroy, l'un des combattants repentis du mouvement séparatiste, accompagné de ses 4 anciens camarades d'armes, commandeur Poussi, Nzemo, Nord Merci et commandeur Champion, des noms de code. Le général exhortera les uns et les autres à œuvrer pour mettre un terme à cette guerre. Les 5 anciens séparatistes ont ensuite rencontré le Premier ministre, Tif Dr Joseph John Gauthier, avant de rejoindre leurs camarades repentis dans les commissions, où les réflexions se poursuivent en vue de proposer des solutions pertinentes à la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Nous poursuivons cette édition de l'information ce soir après les défections d'Akere Mouna du mouvement NAO, candidat à l'élection présidentielle, et d'Ali Sadio de l'Alliance des forces progressistes. Jean-Jacques Ekindi du mouvement progressiste a annoncé hier qu'il quitte le dialogue de Yaoundé. Des départs qui n'ont pourtant rien entaché la détermination des participants à trouver des solutions pragmatiques à la crise que traverse notre pays. Plus de précisions dans ce reportage. C'est l'une des rares images de Jean-Jacques Ekindi prise ce mercredi au palais des congrès de Yaoundé. Le coordonnateur du mouvement progressiste avait annoncé hier qu'il quittera les travaux de Yaoundé, rejoignant ainsi une liste de personnalités ayant déjà quitté pour diverses raisons les assises en cours ou menaçant de quitter les commissions. Il s'agit de la désertion d'Akere Mouna du mouvement NAO, candidat à la dernière élection présidentielle, d'Alice Sadio de l'Alliance des forces progressistes. Des leaders politiques qui ont donc choisi de claquer la porte du dialogue, mais qui n'ont en rien entaché la détermination des près de 450 participants à poursuivre les réflexions pour trouver des solutions aux problèmes auxquels font face les Camerounais en général et ceux des régions en crise en particulier. Nous restons dans la capitale politique camerounaise pour cette fois-ci évoquer ce point de presse donné par Célestine Kétia-Cortez en prélude à la journée mondiale de l'habitat qui se tient à Yaoundé. Madame la ministre était face aux hommes de médias pour révéler quelques innovations de cet événement qui se prépare de fort belle manière dans la capitale politique camerounaise. Jean-Oscar Libok, Mohamed et Soumba II. Dans sa résolution 40/202 du 17 octobre 1985, l'Assemblée générale des Nations Unies a désigné le premier lundi, comme l'a dit le modérateur du mois d'octobre de chaque année, comme journée mondiale de l'habitat. Le lancement du concours Yaoundé Capitale Propre et la campagne d'hygiène des salubrités ont donné le là des activités qui entourent la célébration de la Journée mondiale de l'habitat que le Cameroun organise le 7 octobre prochain en partenariat avec l'ONU Habitat à quelques jours de la célébration de ce grand rendez-vous planétaire sur notre terre. Madame la ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Kétia-Cortez s'est présentée face à la presse pour donner les grandes motivations de la Journée mondiale de l'habitat. Au cours de cette journée, les Nations Unies mettent l'accent sur le droit fondamental de tous à un logement décent et interpellent la communauté internationale sur sa responsabilité collective dans l'avenir de l'habitat humain. La Journée mondiale de l'habitat rappelle au monde entier que nous avons tous le pouvoir et la responsabilité de réfléchir à l'état de nos villes et de nos villages, et que nous avons tous la responsabilité de façonner l'avenir de nos villes. Afin d'attirer donc l'attention sur l'importance du logement pour tout individu
et promouvoir des politiques et stratégies de développement urbain durable, gage d'une meilleure qualité de vie dans un contexte mondial d'urbanisation sans précédent. Célébré cette année sur le thème technologie de pointe, un outil innovant pour transformer les déchets en richesse. S'inscrit en droite ligne de celui de l'année dernière qui portait sur la gestion municipale des déchets solides et s'appuie sur le lancement de la campagne encourageant les villes à devenir des villes sages dans la gestion des déchets avec le soutien technique d'ONU Habitat. Les technologies de pointe innovantes offrent donc le potentiel pour de meilleures solutions moins coûteuses, plus rapides, évolutives et faciles à utiliser de gestion durable de tous les déchets produits par l'activité humaine. Déchets solides, liquides, domestiques, industriels et commerciaux. Ces techniques constituent également pour les pays en développement des opportunités leur permettant non seulement de passer directement à des technologies plus efficaces, mais aussi de mettre en œuvre des innovations sociales contribuant de manière significative à la réalisation des ODD. Lundi, le 7 octobre, Yaoundé sera la capitale du monde dans le domaine de l'habitat et pour cela, le MUNDU, avec ses partenaires stratégiques, auront à exposer aux villages de l'habitat leur savoir-faire ainsi que leurs compétences en matière d'habitat et des travaux liés au développement des cités. Heureusement, reçoit le grand dialogue national. En santé à présent, Douala, la capitale économique du Cameroun, accueille du 6 au 11 octobre prochain les assises du 4e congrès gynécologique obstétrique franco-camerounais. En prélude à ces travaux dont l'importance n'est plus à démontrer, le docteur Ernestine Guebel et ses pairs étaient face aux hommes de médias. Les précisions de Frédéric Moutomé et d'Étienne Monté. Face à la presse nationale et internationale, le comité scientifique du 4e congrès de gynécologie obstétrique dévoile tout d'abord la thématique des travaux. Les infections, c'est le thème principal du 4e congrès franco-camerounais. C'est des infections gynécologiques et les infections obstétricales. L'infection gynécologique, ça concerne la femme en général, et obstétricale, ça concerne la femme qui est enceinte. Obstétrique, c'est par rapport à la grossesse. Donc, pour ce qui est des infections gynécologiques en général, l'OMS en 2017 décrit à peu près 340 millions de nouveaux cas d'infections gynécologiques de par le monde. Et parmi lesquels, plus de la moitié, 60% sont des infections sexuellement transmises et avec les complications qu'on connaît. Pour Dr Ernestine Guebel et ses pairs, ces assises de Douala, dont l'importance n'est plus à démontrer, visent la santé de la femme. C'est la question de la santé, comme on l'a dit tout à l'heure, de la santé de la femme, de sa naissance, pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'on parlera des accouchements, on parlera des complications liées aux accouchements, des césariennes, on parlera maintenant des pathologies de l'adolescence, mais on parlera surtout beaucoup des problèmes que ces femmes-là ont à concevoir. Il est question d'offrir un cycle de mise à niveau à coût préférentiel aux spécialistes de la santé de reproduction du Cameroun, mais bien plus d'informer et de sensibiliser les populations sur les risques liés aux infections sexuellement transmissibles avec pour conséquence directe l'infertilité. Toutes les études scientifiques montrent que la femme africaine est celle qui souffre le plus d'infertilité. C'est souvent les infertilités secondaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas nées stériles, mais à cause des accouchements dans de mauvaises conditions, à cause des avortements dans de mauvaises conditions, à cause des infections, notamment les infections sexuellement transmissibles, ces femmes-là vont se retrouver dans 45% des cas où les trompes sont bouchées et elles deviennent donc infertiles et des fois stériles. Donc toutes ces choses-là vont être discutées, réenseignées aux professionnels, à vous, pour passer les messages, et surtout vers la prévention, pour que les avortements qui se font s'effacent dans les bonnes conditions, surtout les avortements spontanés, c'est-à-dire les femmes qui perdent leur grossesse, parce que la plupart des pays n'autorisent pas les avortements provoqués, pour que les accouchements surtout se passent dans les bonnes conditions, qu'on ne voit plus aujourd'hui des femmes qui accouchent toutes seules dans les coins,
pour que les complications liées aux grossesses, notamment l'hypertension artérielle et les grossesses multiples, soient maîtrisées, et aussi pour que les femmes accouchent dans les meilleures conditions possibles. Médecins, sages-femmes et infirmiers sont donc invités à prendre massivement part à ce 4e congrès franco-camerounais de gynécologie obstétrique de Douala. Et pour cause, très peu de praticiens camerounais participent régulièrement à ce type de rencontres à l'international. Prévu du 9 au 11 octobre 2019 à Douala, les travaux du 4e congrès franco-camerounais de gynécologie obstétrique se présentent donc comme une véritable aubaine dans la sphère de la santé de reproduction. Le tam-tam que vous ferez. Rendons-nous à présent dans la capitale régionale de l'ouest du Cameroun, Bafoussam, où quelques promotions ont été observées dans le secteur de la santé. Quelques spécialistes ont reçu des distinctions comme brevet 7 éléments de Praxet Toulou et de Herbert Kwam. Les formations sanitaires souffrent parfois de l'absence de certaines molécules dans leur pharmacie, d'où la rupture des médicaments généralement observés. Les travaux de Bafoussam, qui regroupent les 10 administrateurs de fonds régionaux pour la promotion de la santé du pays et des experts, visent à adopter et à mettre en place des stratégies pour permettre plus de dynamisme et la disponibilité des produits pharmaceutiques dans les formations sanitaires, ainsi que leur accessibilité à moindre coût par les patients. Ils doivent se mettre dans une posture de travailleurs pour initier et voir comment assurer un bon approvisionnement des hôpitaux, des services de santé. Et ils doivent s'assurer que ce qu'ils sont en train ils travaillent pour le compte de l'État. Donc ce qu'ils vont approvisionner doivent être de bonne qualité et tout faire pour avoir un dessus de ceux qui sont en train de proposer des médicaments de mauvaise qualité aux populations. Nous aimerions que les fonds régionaux durent. C'est une structure qui a été mise en place par l'État. Nous voulons qu'à la fin, vraiment, de ces échanges qui peuvent partager et assurer que les expériences qu'ils vont acquérir là puissent aider le bon fonctionnement des fonds, pas seulement ici à l'ouest, mais un peu partout dans la République du Cameroun. Le gouverneur de la région de l'Ouest exhorte ses administrateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes et jouer effectivement leur rôle de pharmaciens de l'État en mettant à la disposition des populations des médicaments essentiels génériques de qualité. En ce moment, nous connaissons quelques difficultés en termes de rupture de médicaments. Et donc pour cela, nous nous mettons ensemble souvent pour essayer de trouver des solutions d'approvisionnement alternatives. La première action du fonds serait de se battre pour avoir des médicaments de qualité à moindre coût. Parce que je pense que quand les formations, les patients savent qu'il y a des médicaments de qualité à moindre coût, elles n'iront jamais ailleurs. Donc nous, ce que nous devons faire, non seulement se battre pour la disponibilité, mais on va essayer de communiquer un peu plus avec les populations, avec les responsables des formations sanitaires pour qu'ils sachent où se trouve la qualité. Et pour le reste, je pense que l'autorité administrative qui nous soutient et qui nous appuie ne manque pas de travailler à traquer tous ces gens qui sont auteurs de la mauvaise pratique, des mauvaises pratiques. Accroître l'approvisionnement dans les formations sanitaires publiques en médicaments et autres produits pharmaceutiques de qualité et à moindre coût permettra de promouvoir la santé et par ricochet de lutter contre les médicaments de la rue. Notons que les fonds régionaux pour la promotion de la santé sont des structures d'approvisionnement des formations sanitaires publiques en médicaments essentiels génériques mises en place dans les 10 régions du pays par le ministère de la Santé publique. Une nouvelle initiative qui permettra aux populations d'avoir plus facilement accès aux médicaments. Cette information de dernière minute en bref, grave accident de circulation ce mercredi au lieu-dit pénétrante ouest sur le tronçon numéro 5, axe lourd Douala-Bafoussam. Un bus de transport en commun est entré en collision avec un camion semi-remorque au lieu-dit Ndaba-Bonaberi dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Plusieurs morts ont été enregistrés à la suite de cet accident de circulation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions spécialisées. Parlons à présent de la célébration de la journée
international des personnes âgées. C'est la salle des banquets des services du gouverneur de la région du littoral, à Douala, qui a servi de cadre à la célébration de cet événement. Plus de précisions dans ce reportage. C'est le thème retenu cette année pour rendre hommage aux personnes âgées à l'occasion de la 29e édition de la journée des personnes âgées. À Douala, c'est la salle des banquets de la région du littoral qui a servi de cadre à cette célébration. C'est un thème en principe qui nous invite à sensibiliser, vraiment attirer l'attention sur les personnes âgées. Vous avez suivi tout au long des interventions. C'est des personnes qui sont arrivées à une étape du cycle de vie qui, ma foi, devrait pourtant continuer à occuper une place prépondérante. Donc tout au long de cette année, disons puisque le thème en attendant l'année prochaine, nous devons nous atteler, heureusement vous êtes là pour nous accompagner, à sensibiliser, à mobiliser, à faire des plaidoyers pour que la personne âgée, qu'on ne prenne pas le fait d'avoir évolué dans le temps selon la nature comme une faiblesse, mais que nous développons plutôt des politiques qui soient capables de pouvoir mieux les encadrer et assurer ainsi leur bien-être et pourquoi pas. Cette couche sociale, considérée comme des gardiens de tradition et dépositaires de la sagesse, est en voie d'extinction au Cameroun. Le pourcentage des personnes âgées de 60 ans et plus dans la population totale camerounaise reste faible, environ 5,3% d'ici 2020. Notre plaidoirie est la même, c'est depuis toujours. Nous disons toujours que vieillir, ce n'est pas une sanction, c'est une grâce. Aussi, tout le monde passe par là. Nous demandons peut-être beaucoup à l'État, mais il faut qu'il assume. Et nous voulons toujours être reconnaissants. Nous ne dirons jamais que l'État n'a rien fait, mais nous en appelons, vous avez vu les statistiques, le vieillissement ne fait qu'accélérer, s'accélérer. Il y a beaucoup de choses que l'État a déjà fait, mais comme c'est le chemin de tout le monde, nous ne pouvons que les motiver, leur demander de faire toujours davantage. C'est la seule. Bon, on s'occupe de nous, nous allons demander la santé, nous allons demander pour plusieurs qui sont des anciens fonctionnaires, des anciens travailleurs, qu'on revoie un peu aussi, qu'on revalorise le panier de la ménagère. Outre les problèmes de transmission intergénérationnelle, problématiques qui se posent désormais avec acuité. Mais je pense que les jeunes, depuis longtemps, ont cru. Vous voyez, c'est le conflit de générations. Et les vieilles personnes que nous sommes, nous n'avons pas compris notre devoir de transmission. C'est pour cela, et j'exhorte toutes les vieilles personnes que c'est notre devoir. Il faut que nous levons ce défi pour que nous transmettions aux jeunes. Ce n'est pas de leur faute. Les personnes âgées ont saisi l'opportunité de cette célébration pour égrener un chapelet de doléances relatives à leur prise en charge et l'amélioration du panier de la ménagère. C'est de souvenir aux personnes âgées en toutes choses. En toutes choses. Comme par exemple, moi je suis malade depuis février, mais je n'ai pas encore eu les remèdes. Donc maintenant je n'ai pas l'argent pour aller prendre même les résultats qu'on me prend tout le temps. Donc il faut même que, même si un vieux vient à l'hôpital, il soit bien traité. Même pour enlever 20% ou 10%, même 5% avant de payer le reste. Donc nous sommes tellement peinés. La maladie, la pauvreté, la famille. Il faut même faire que, même à l'administration, s'il y a quelque chose, on nous enlève quelque chose là, mais on nous traite comme tous les restes des jeunes. Et c'est dans une ambiance festive avec des artistes qui ont bercé plusieurs générations que s'est achevée cette 29e édition de la journée des personnes âgées dans la capitale économique camerounaise. En religion à présent, l'église évangélique du Cameroun prône l'éducation pour tous. La paroisse centenaire Bonakou vient de remettre un paquet minimum
constitué de fournitures scolaires à plus de 300 élèves des écoles primaires, lycées et collèges de cette confession religieuse. C'était au cours d'un culte spécial de rentrée scolaire pour le compte de l'année scolaire 2019-2020, célébré dimanche dernier à la paroisse du Centenaire. Jean-Jamin Yedna, Étienne Monté. C'est par une procession des enfants de Jésus de l'église évangélique du Cameroun, paroisse du Centenaire Bonakou, que le culte solennel de rentrée pour le compte de l'année scolaire 2019-2020 a démarré ce dimanche 29 octobre 2019 à Douala. Tous ou presque vêtus de leur tenue de classe de différents établissements primaires et secondaires, telle une ambiance studieuse dans une salle de cours, face à l'enseignant qui n'est autre ici que le pasteur officiant du jour. Ces fidèles chrétiens, piliers de l'église évangélique du Cameroun, ont prêté une oreille attentive à la prédication de circonstances et aux conseils prodigués par le serviteur du Christ. Retrouvez dans les différents wagons de ce train que sont vos salles de classe. Et dans ces wagons, vous êtes encadrés par vos enseignants, ceux-là qui sont chargés de vous transmettre la connaissance. Vous êtes donc tenus, chacun en ce qui le concerne, de mettre en pratique les différents enseignements que vous transmettront vos enseignants afin de nous amener des résultats meilleurs pour cette année scolaire. Et pour joindre l'utile à l'agréable, passer le culte de rentrée solennelle proprement dit, l'EEC, paroisse du Centenaire Bonakou, a mis les petits plats dans les grands pour encourager et féliciter davantage ces écoliers, élèves et étudiants à travers ce paquet minimum constitué des fournitures scolaires. Enfants, de prier notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, de bénir leur rentrée, leur année scolaire, pour qu'ils soient de bons élèves, de bons étudiants, qu'ils obéissent, n'est-ce pas, aux lois morales surtout, à une conduite sans reproche, qu'ils ne cèdent pas à la facilité, n'est-ce pas, à la tricherie, à la paresse, aux mauvais conseils, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous ne voulons pas, ce sont des enfants chrétiens. Et ils sont, si vous voulez, c'est le pilier de notre église évangélique. Tout au long de l'année scolaire, il les a encouragés à bien travailler et surtout de rester des enfants disciplinés qui n'ont qu'une seule voie, la voie du Seigneur, parce que c'est elle qui mène au succès, inéluctablement. Donc il vaut mieux les conduire vers la voie du Seigneur parce que le Seigneur va les tenir en main et les conduire vers la réussite en fin d'année scolaire. En retour, ces fidèles apprenants de l'école du dimanche de la paroisse du Centenaire ont promis cravacher dur comme fer pour être des modèles dans leurs écoles, lycées, collèges et autres campus universitaires, non sans dire un grand merci à l'Église. Je vais essayer de bien me concentrer, de ne pas me laisser disperser pour pouvoir réussir. Je suis contente. Pourquoi? Mais parce qu'on a donné les prix pour la rentrée, pour ceux qui n'ont pas toujours les moyens d'avoir donc peut-être les cahiers ou les calculatrices ou d'autres choses. Plus de 300 élèves qui ont bénéficié du paquet minimum des paroissiens du Centenaire Bonakou de l'église évangélique du Cameroun. Hors de nos frontières à présent, un artefact national est revenu au Caire en Égypte. Ce cercueil avait été volé en 2011 au plus fort des émeutes publiques contre l'ancien président Hosni Moubarak. Les précisions de nos confrères d'Africa News. Un artefact national revient au Caire après 9 ans. En 2011, au milieu d'émeutes publiques contre l'ancien président Hosni Moubarak, ce cercueil en or avait été volé. L'objet, perdu mais retrouvé, a été dévoilé dans la capitale égyptienne.
Le cercueil en bois doré, ce n'est pas si gros que ça. C'est un cartonnage en bois recouvert d'or. Regardez les moindres détails de toutes les inscriptions de hiéroglyphes. C'est vraiment incroyable. Celui-ci est de la période tardive du Ptolémaïque, ce qui signifie quelque chose entre 100 et 50 avant Jésus-Christ, ce qui est plus ou moins vieux de 2000 ans et quelques centaines d'années. L'imposant objet en or avait été acheté en 2017 par l'un des musées les plus prestigieux au monde, le Met à New York, mais une enquête avait établi qu'il avait été volé en Égypte en 2011. La coopération entre New York et le Caire a facilité ce retour. Je suis heureux que nos collègues du Metropolitan Museum en Amérique aient refusé d'ajouter cela à leur propre collection avant de s'assurer que ces papiers étaient des papiers officiels. Ils l'ont donc renvoyé en Égypte. Après avoir traversé Dubaï, l'Allemagne puis Paris, le sarcophage long de près de 1,80 m avait été vendu par un marchand d'art français dont l'identité n'a pas été révélée pour environ 4 millions de dollars. En sport, le challenge à distance entre la Ligue professionnelle de football du Cameroun et la Fédération camerounaise de football se poursuit. Hier, les deux parties se sont livrées à un challenge épistolaire au sujet de la situation des employés de la désormais défunte Ligue professionnelle de football du Cameroun. Zobel Apollinaire Bon nous en dit davantage. C'est d'abord la Fédération camerounaise de football qui, par le biais de son secrétaire général Benjamin Balok, a rendu public un communiqué dans lequel elle invite les employés de la Ligue de football professionnel du Cameroun, actuellement suspendus, à se rapprocher de ses services pour l'évaluation de leur situation professionnelle. L'instance fêtière de football camerounais rappelle dans ce même communiqué que l'opération de recensement du dit personnel s'étend à compter de la date de signature du dit communiqué, c'est-à-dire le 1er octobre jusqu'au 5 du même mois. La réaction de la LFPC ne s'est pas faite attendre. Dans un autre communiqué, le secrétaire général de la défunte LFPC, Benjamin Bayek, s'est insurgé contre cette opération de la Fédération camerounaise de football qui, d'après la LFPC, vise à déstabiliser, à distraire les acteurs du football, les instances juridictionnelles, les autorités étatiques de l'objectif principal qui est le retour à la légalité et à l'ordre statutaire. La LFPC a par ailleurs invité le personnel de la Ligue à rester serein et à attendre patiemment le verdict de la justice au sujet de l'affaire qui l'oppose à la Fédération camerounaise de football. Cette autre sortie de la Ligue de football professionnel du Cameroun arrive après la correspondance du général Pierre Semengue adressée à la FIFA et dénonce la haine injustifiée du premier vice-président de la FECAFOOT, Alim Konaté, à son endroit. Une haine qui, selon lui, serait partie du coup d'État manqué de 1984 et dont il a été héroïque en préservant la vie du chef de l'État Paul Biya. Un événement malheureux dans lequel aurait été impliqué le frère de Alim Konaté, le capitaine Konaté, alors en service dans l'armée camerounaise à cette époque et qui l'aurait dénoncé. L'on comprend donc que le général Pierre Semengue est déterminé à tout prix à rester à son poste de président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, ce qui peut justifier ces glissements du champ sportif vers l'univers très complexe de la politique. Toujours en sport, la Ligue régionale de volleyball de l'Ouest du Cameroun vient de clôturer sa saison sportive. Une clôture qui a été marquée par des finales de la Coupe régionale, présidée par le délégué régional du ministère en charge des sports et de l'éducation physique. Zobel Apollinaire Bon, Herbert Kouamon. 29 appelés au départ pour le stage préparatoire à Yaoundé. Seuls 20 ont retenu l'attention du coach Alain Djemfa pour le match de jeudi prochain contre la République démocratique du Congo. C'est un effectif constitué des joueuses évoluant aussi bien sur le territoire national qu'à l'extérieur. Elles sont 3 gardiennes de but, parmi lesquelles la plus ancienne, Annette Ngondom, qui pourrait être reléguée au poste de seconde gardien pour cette rencontre et céder sa première place à Marthe Omahan de Awafi de Yaoundé, qui a occupé les cages des Lions indomptables pendant les rencontres de préparation. En défense,
Les joueuses locales Colette Nzana de Éclair Dessa et Dolores Tadja de Louvre-Memprof évolueront aux côtés des professionnels tels que Estelle Johnson, Siliki Djange et Fallon Mefumetu. Elles sont 6 à avoir été retenues au milieu de terrain. Parmi elles, la professionnelle Grace Ngok-Yango qui évolue du côté de la France et 5 autres, à savoir Claudia Dabda Voulania, Thérèse Abenaninon, Charlène Meyong-Medeneux, Geneviève Ngombelek et Brigitte Omboudou, toutes issues des clubs camerounais. Elles sont également 6 qui vont porter la ligne d'attaque des Lions indomptables du Cameroun. Chout Njoya Adjara de Valeringa en Norvège, Michaela Abam du Betis Séville, Esther Maïkit de Montpellier, Catherine Bengono de Green City, Michel Edouard Akaba, Alexandre Takunda qui évolue elle aussi au Cameroun. Les seules absences à noter sur cette liste de Alain Djemfa sont celles de Gabriel Abou-Diongene, suspendu pour avoir écopé d'un carton rouge lors du match retour contre l'Éthiopie à Yaoundé, cas similaire pour Aïssa Feudjo qui compte à son actif 2 cartons jaunes, synonyme de suspension. Cameroun, République démocratique du Congo, c'est à suivre ce jeudi à partir de 15h30 au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Il s'agissait donc bel et bien du 3e tour éliminatoire des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Les Lions indomptables du Cameroun affrontent jeudi à Yaoundé la République démocratique du Congo pour le compte du match aller. À cet effet, le coach Alain Djemfa a rendu public une liste de 20 joueuses. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé une fois de plus votre bien aimable attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.